in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. 3. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! Shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 145 du podcast Dunk Hebdo. C'est Alad au micro et avec moi aujourd'hui 2 hommes. Tout d'abord, Pierre. Comment ça va, Pierre? Ça va, salut tout le monde. Et Tom. Tom qui a eu un petit retard mais il est finalement là. Ça va, Tom? Ouais, ça va et toi? Première de l'année, écoute, hein, en retard. Ça va super. C'est pas le bon, mais bon, écoute. On fait avec, merci de m'avoir attendu. On commence bien l'année. T'inquiète, pas de soucis. Aujourd'hui, on avait eu pour idée en fait de base de parler avec Pierre, on avait parlé de la course au play-off à l'Est, des dernières passes qualificatives, mais bon, vu que ça nous faisait parler d'équipes un petit peu sombres, on a décidé de faire un focus sur une de ces équipes, on va dire, à savoir les Nets de Brooklyn. Les Nets qui, après des années très sombres, on peut le dire, pointent le bout de leur nez et sont à l'heure actuelle en play-off. Donc on va discuter de tout ça, de la saison des Nets, de leur futur, de la gestion de l'effectif du roster, des contrats qu'ils pourraient donner à certains de leurs joueurs, mais aussi du terrain. Et puis en overtime, on parlera de la récente éviction de Tom Thibodeau aux Wolves. Alors oui, on va encore parler des Wolves en overtime, j'ai l'impression que ça n'en finit pas. On va revenir sur ça et aussi sur l'affaire Patrick McCaw. Sombre affaire Patrick McCaw. Donc on se retrouve tout de suite pour parler des Nets. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors messieurs, pour commencer, une petite question sur les Nets. Donc sur les 3 saisons qui ont précédé celle-là, est-ce que vous pouvez me donner le nombre de matchs gagnés par les Brooklyn Nets? À la louche, je dirais 60. Ouais, moi je dirais 70, ouais. Vous êtes bon, 69. Ah ben. On a gagné 69. 69 victoires pour 177 défaites. Ça fait 28% de victoires. Tu m'étonnes que les supporters de Boston, ils savent le nombre de victoires par des Nets hein, sur les 3 dernières saisons. on les suivait d'un coin de l'œil, t'as raison. Mais pour le moment, au moment où on l'enregistre, ils ont 21 victoires pour 23 défaites. Ils sont 7e à l'Est, donc en play-off après 50% de la saison. On va commencer par une question simple, un peu globale. Tom, qu'est-ce que tu penses de la saison des Nets? Est-ce que leur classement actuel te surprend? Alors globalement, la saison des Nets, moi je suis un petit peu étonné. Enfin, au début de saison, je les voyais un petit peu plus bas que ça. Ou sinon, je voyais par exemple les équipes qui étaient censées être au-dessus, comme Détroit ou même Charlotte, un petit peu plus haut que ça. Et visiblement, en fait, on se rend compte que les Nets sont à peu près du même niveau. Alors, il faut voir qu'ils ont déjà connu un petit souci en début de saison avec la grave blessure de notre chouchou Caris LeVert qui s'est encore une fois blessé malheureusement, alors après un gros début de saison. Donc à voir, mais moi je trouve que globalement je les comparerais plus aux Clippers de l'Est en fait. C'est-à-dire que c'est une équipe de role players, sauf que c'est des role players en devenir, alors que les Clippers c'est une équipe avec des role players, mais c'est des role players qui sont déjà formés quoi, entre guillemets, qui sont déjà dans la deuxième phase de leur carrière. Donc non, ils sont assez intéressants, les Nets, ils sont intéressants à avoir joué. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout quand je regarde les Nets, c'est le broadcast avec Ryan Ruocco et Sarah Cousteau qui sont excellents. Pierre, même question. Non, je suis assez d'accord avec Tom. Je pense qu'on savait à peu près comment ils allaient jouer et ce qu'ils allaient proposer. Ils le font peut-être à un niveau un peu supérieur de ce qu'on pouvait s'attendre. Il y avait eu notamment, comme Tom l'a dit, le début de saison de LeVert qui avait vraiment progressé. Il y a des joueurs qui montent leur bout de leur nez petit à petit, il y a pas mal de role-players qui montent des bonnes choses, et je pense qu'ils profitent largement des faiblesses des
équipes à l'Est qu'on pouvait attendre en play-off. Donc Hornets et les Pistons notamment, et pour se placer ici. Jusqu'à quand ça va tenir ? Est-ce que ça va tenir jusqu'à la saison ? Je pense que c'est la question qu'on se posera ensuite. Mais pour l'instant, moi, je suis assez convaincu par leur saison. Et j'aime aussi le fait qu'ils aient, comme j'ai dit, une vraie politique de jeu, une vraie façon de jouer qui soit assez analytique, on va le dire. C'est une équipe qui est très dans cet aspect-là, mais qui est claire en fait. Et ça, pour moi, c'est très important actuellement en NBA. En gros, si on peut résumer un peu ce que vous dites tous les deux, c'est que ils profitent des contre-performances des équipes qui devaient être un peu les qualifiées en play-off, mais pas tête de série à l'Est, mais ils en profitent parce qu'ils proposent un basket plutôt de qualité et intéressant. Si on peut un peu résumer. Si c'est une équipe, si tu la respectes pas et si tu fais pas les efforts contre elle, tu peux très vite te faire sanctionner en fait, et des grosses équipes peuvent aller perdre à Brooklyn parce qu'ils ne seront pas dans la bonne optique d'effort, ou ils vont les prendre un peu de haut par exemple. C'est une équipe qui, pour moi, qui peut taper à peu près tout le monde dans un bon soir si tu fais pas les efforts. Et jouer les playoffs alors que t'es juste en dessous de 50% de victoire, ça montre bien encore une fois la faiblesse un petit peu de l'Est au niveau des bilans en tout cas. Un peu comme tu l'as dit, Pierre, on voit que c'est une équipe qui globalement elle se bat pas elle-même en fait. C'est-à-dire que si tu as plus de talent, tu vas lui rouler dessus puisqu'elle va pas changer sa façon de jouer. Mais à partir du moment où ils sont concentrés dans leur basket et ils suivent toutes les consignes et ils appliquent le plan de jeu donné par coach Atkinson, c'est une équipe qui est vraiment dure à jouer. Après, on peut dire que les Nets, c'est entre guillemets une équipe d'hipster, entre guillemets, puisque tu as pas mal de joueurs, on va dire obscurs pour ne pas dire sombres, comme Alan l'a martelé au début de podcast. Non, tu as pas mal de joueurs en fait, qui sont vraiment, vraiment sous le radar, qui sont particulièrement aimés de ce qu'on peut appeler NBA Twitter, qui jouent aux Nets. On peut parler des plus connus comme Caris LeVert ou Jarrett Allen, mais il y a aussi Joe Harris qui fait une excellente saison sur le plan offensif. Et même défensivement, il est intéressant. C'est un joueur qui m'a beaucoup surpris quand j'ai regardé pour préparer l'émission, notamment. Il y a aussi des joueurs comme par exemple Trevion Graham, qui certes qui est pas ouf sur le début de saison et qui a été blessé aussi, mais qui est aussi un des joueurs préférés de NBA Twitter, notamment de Danny Leroux. Et l'un de mes chouchous aussi, on dit Hollis Jefferson, qui certes est un petit peu décevant depuis le début de saison, enfin pour moi j'en attendais plus, mais qui monte et qui se blesse souvent. Il se blesse souvent les ischios, le genou, il se blesse un petit peu partout. Donc c'est un petit peu un petit cocktail détonnant, et je pense que les Nets, ils sont pas mal, mais je sais pas, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre en fait avec eux. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'ils ont des joueurs un peu aimés par NBA Twitter et compagnie, parce que j'écoute. Vas-y Pierre. C'est une mine d'or pour notre rubrique profil, cette équipe en fait. Ouais. C'est genre, on pourrait faire quasiment tous les joueurs et ça serait intéressant de tous les faire presque. Moi j'avais fait D'Angelo Russell déjà il y a un mois à peu près, mais pour revenir sur ça, dans l'épisode pour la nouvelle année de Lockdown Nets, ils se donnaient un peu leur résolution pour la nouvelle année, et en fait eux ils demandaient à ce qu'on parle plus d'eux hors de NBA Twitter, et c'est pour ça qu'ils veulent aller en playoff. Ils veulent montrer que les Nets sont à prendre au sérieux, que c'est pas simplement une équipe d'hipsters de basket. Donc cette volonté un petit peu d'avoir un peu plus de respect sur la chaîne nationale, parce que oui, les Nets sont un peu raillés depuis 4-5 ans à cause de ce qui s'est passé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait et qui va se faire s'ils arrivent à aller en play-off. C'est ce que tu dis, c'est un peu raillé depuis un moment parce que tu avais eu le trade pour Paul Pierce, Garnett, c'était une équipe de vieux loups de mer qui essayait de faire un run en playoff. Après ça a été du faux tanking on va dire les années après. Du tanking pour Boston, ouais c'est ça, où ils essayaient de faire des coups sur la free agency pour embêter un peu les autres équipes et de se reconstruire petit à petit. Et là tu vois que ça commence à porter ses fruits, ils ont des jeunes joueurs intéressants, ils ont des role players, ils ont pas mal de profils qui pourraient intéresser énormément d'équipes, ils vont avoir bientôt un peu de flexibilité financière. Enfin c'est une équipe que dans le futur tu pourras voir petit à petit monter, être intéressante et avoir des bons joueurs, et qui pourrait même attirer à la free agency pas mal de joueurs en fait. Pour revenir plus sur le terrain, Tom, tu as parlé du jeu d'Atkinson et tout ça. Qu'est-ce qui fait la force des Nets et de leur jeu, surtout après la blessure de Caris LeVert, qui était leur meilleur joueur sur le premier mois de l'année? Moi, de ce que j'en ai vu, alors, j'ai été très agréablement surpris par le mouvement en fait, qu'il y a dans l'attaque.
C'est-à-dire que le jeu s'articule pas en fait autour d'actions arrêtées. Les joueurs qui reçoivent le ballon, sauf peut-être D'Angelo Russell qui lui prend un petit peu son temps, et tu as l'impression que D'Angelo Russell et même Dinwiddie en fait ils ont leur propre partition, et les joueurs autour d'eux doivent eux aussi ont une partition commune. Mais D'Angelo Russell et Dinwiddie, eux ils sont pratiquement les chefs d'orchestre, et ils jouent sur leur propre tempo, et c'est aux joueurs qui sont à côté d'eux de s'adapter. Moi ce que j'ai remarqué globalement, c'est que tous les joueurs en fait, dès qu'ils reçoivent le ballon, c'est un peu comme Utah en fait, ils sont toujours en mouvement, donc ça leur permet de créer des décalages. Joe Harris, qui est vu globalement comme, enfin avant de les regarder, moi Joe Harris pour moi c'était un simple shooter entre guillemets. En fait je me suis rendu compte qu'il fait beaucoup plus que ça. Il shoot, il dribble, il drive, il va au contact. Défensivement c'est un joueur qui est assez solide. Après pour revenir sur le jeu, on voit que c'est une équipe qui est vraiment déséquilibrée entre guillemets à l'arrière. Toute la création et toute la base du jeu se fait à l'arrière. Il n'y a pas de création sur les ailes. Globalement, tout ce qui est dans la raquette ou à l'aile, ce sont plus des joueurs de fin de système. Donc ça met une énorme responsabilité à la création sur les joueurs extérieurs que sont D'Angelo Russell et Spencer Dinwiddie, qui ont vu leur usage logiquement augmenter après la blessure de Caris LeVert. Par exemple, le usage de Russell est passé de 25 à 30, et celui de Dinwiddie est passé de 20 à 25 aussi. Pierre, toi aussi qui est le coach un petit peu, qu'est-ce que tu penses du jeu net sans te griller la parole? Moi quand j'avais vu Russell, c'était vraiment quand Russell est sur le terrain, le jeu en pick and roll à outrance, Russell, Jarrett Allen, avec ensuite la possibilité de servir les Crabbe qui est blessé en ce moment, les Harris, même les Dudley quand il est sur le terrain, pour trouver des positions, mais vraiment c'est une surutilisation du jeu en pick and roll. Comme l'a dit un peu Tom, en fait, t'as tes arrières qui sont des bons créateurs et qui sont des bons manieurs de ballon et qui sont capables de créer des tirs pour eux et pour les autres, qui ont très souvent la balle en main. T'as tes ailiers qui sont capables de faire des sorties d'écran, de jouer sur du mouvement, mais qui sont plutôt là pour prendre des tirs extérieurs, parce que c'est quelque chose qui est très recherché par Brooklyn et très favorisé par leur jeu aussi. Et t'as au milieu de ça souvent Jarrett Allen qui pose énormément d'écran, qui est énormément utilisé sur pick and roll, qui est tout le temps recherché près du cercle et qui a uniquement ce rôle-là de je pose des écrans, j'enchaîne un autre écran, je pose un écran, je vais au cercle, et il est exclusivement utilisé comme ça. Alors certes, leur jeu est assez en mouvement et assez agréable à regarder, mais au final il est assez stéréotypé, où tu as énormément de pick and roll comme tu l'as dit. Après c'est beaucoup de tirs à 3 points, donc c'est efficace. Je trouve que leur attaque est plutôt même très efficace, et ça marche pour l'instant. Après il y aura sûrement des limites du fait de si leur adresse n'est pas là, ça devient compliqué. De fait, si tu arrives à stopper leur pick and roll aussi, ça enlève beaucoup de leur option, et je pense que dans cette optique là Caris LeVert était très intéressant, parce que lui sur du 1 contre 1 et sur à l'aile notamment, il était capable de créer, et ça leur manque un petit peu actuellement. Après moi je suis assez impressionné de comment ils arrivent constamment à trouver des role players qui vont s'exprimer dans ce système offensif là. T'as l'impression que même avec de nombreux blessés, t'as dit il y avait Allen Crabbe, il y a Rondell Jefferson, ils arrivent à sortir des rookies ou des joueurs qui sortent un petit peu de nulle part ou qui ont moins de temps de jeu, comme Graham, ou récemment aussi leur rookie Kurucs, qui montrent des très bonnes choses et qui arrivent à s'exprimer dans ce collectif offensif. Ça fait partie des bons coups qu'ils ont réussi à faire à la draft sans avoir de lottery pick depuis 3-4 ans. Il y a eu un podcast fin octobre où Sean Marks était invité de Woj dans son podcast. Alors j'avoue, c'est la première fois que j'écoutais un podcast de Wojnarowski, mais il y avait Sean Marks et je trouvais ça très intéressant. Et outre de parler de la volonté de former une culture de la gagne très Spurs-like au Nets, c'est de surtout pas se morfondre et pas se trouver d'excuses pour les années précédentes. Il a dit que ils ont voulu vraiment cibler des joueurs à très très fort potentiel à la draft. Et je trouve que c'est quelque chose qui a été hyper positif pour eux et qui marche aujourd'hui. On peut voir tous les joueurs qu'ils ont récupérés, c'est des joueurs qui ont un petit peu descendu parce qu'ils avaient des problèmes soit physiques, soit ils avaient des... C'est ça, exactement. Donc ils ont réussi, exactement, meilleurs joueurs disponibles. Ils ont même fait des trades pour aller les récupérer. Quand Caris LeVert a été récupéré via trade, Jarrett Allen, Kurucs en début de second tour là. Il y a même Musa qui est un joueur qui est un peu blessé, qui s'est blessé un peu dans la saison, qui a joué un petit peu en G-League, mais qui s'est blessé là dans la saison et qui est là sur le flanc. C'est ça. Et je trouve que c'est une politique qui a vraiment bien marché. Je sais pas ce que t'en penses, Tom, mais ça peut être
des équipes qui perdent des choix de draft et qui finalement se retrouvent à devoir sélectionner de jeunes joueurs tout en étant mauvais, mais en dehors de la loterie, c'est des choses qu'il faut cibler, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. La chose qui est intéressante à voir avec les Nets, c'est qu'en fait, tous les joueurs qu'ils ont réussi à récupérer, soit en fin de draft, soit même au début de second tour, ben, c'est des joueurs qui grandissent en fait sous Kenny Atkinson. Par exemple, le D'Angelo Russell que tu vois cette saison, c'est pas le même que tu avais l'année dernière et c'est pas non plus celui que tu avais aux Lakers. Tu vois quand même si le progrès est pas. Le progrès quand même incrémental, même si c'est pas fulgurant, mais tu sens qu'il y a à chaque fois une petite progression, que le joueur apprend des choses, tu as l'impression qu'il mûrit en fait. Même un joueur comme Caris LeVert, lui c'est juste les blessures en fait qui le freinent. Un autre joueur aussi comme Rondo Jefferson, tu as pas mal le souci de blessure, même si je pense qu'il stagne un petit peu par rapport à ce qu'il peut faire et par rapport au fait qu'il y ait d'énormes limitations au shoot. Ça met entre guillemets un certain plafond sur son niveau de jeu et sur tout son apport à l'équipe. Et même même Joe Harris, il est impressionnant, Joe Harris. Il est vraiment impressionnant, moi. Ah ouais, Joe Harris, quand tu joues à 48% à 3 points sur 5 tentatives, et que comme tu l'as dit, tu fais pas que ça, parce qu'il fait autre chose. C'est un joueur qui se déplace bien sans ballon, j'ai trouvé, surtout. C'est surtout très, très intéressant. Et même Spencer Dinwiddie, alors on va dire que je l'aime pas forcément, puisque moi je trouve que ce qu'il a fait l'année dernière, c'est un petit peu surcoté. Mais globalement, Spencer Dinwiddie, cette saison, je suis avec peut-être Barea, Lou Williams et Dennis Schroeder, c'est probablement l'un des 4 meilleurs backups de la ligue à l'arrière. Oui, complètement. Et c'est un prétendant au Six Men of the Year. C'est là que tu te rends compte en fait du travail de développement qui est fait. Après, peut-être que c'est parce que le fait qu'il se soit, tu vois, dirigé vers des joueurs qui ont connu des gars revanchards, hein. Les Américains me disent les chip on the shoulder, tu vois, c'est des joueurs qui ont des choses à prouver en fait. Ouais. Peut-être que ça aussi ça a contribué à cette culture en fait, cette culture du gars revanchard, cette culture du gars qui veut prouver au reste de la ligue que bon voilà, vous n'avez pas cru en moi, mais voilà, moi je suis passé par là et je prouve que je peux être un bon joueur dans une équipe NBA, et ça a l'air de bien le réussir. Déjà, il faut aussi souligner que ça fait quand même pas mal d'années que les Nets sont très bien gérés en fait aussi. Et c'est ce qui permet à la franchise d'être là où elle est maintenant, c'est qu'il y a des bons choix de draft, il y a des bons trades et des bons contrats donnés, même s'il y en a qui sont peut-être un petit peu chers, mais ils ont fait des bonnes choses, et ce qui leur permet d'être l'été prochain pour moi dans une très bonne situation. Où t'as la plupart de tes jeunes joueurs et de ta base qui sont encore là, ça fonctionne plus ou moins avec eux, t'as encore des bons potentiels, parce que Dinwiddie il a 25 ans, D'Angelo il en a 22, Collins il en a 20, enfin t'as des vrais bons joueurs et des jeunes joueurs. Allen, à chaque fois je la fais à tous les podcasts. Allen il a 20 ans et franchement tu vois t'as une bonne base pour construire dans le futur, et s'il continue de gérer de cette façon là, je pense que ça peut être très intéressant dans les années à venir, même si tu peux te poser des questions de complémentarité sur d'autres joueurs. On en a parlé en off, Alan, avec LeVert, Dinwiddie, Russell sur le terrain, qui pour l'instant n'a pas spécialement fonctionné sur le début de saison. Donc à voir comment ça peut se profiler, mais moi je trouve ça vraiment bien ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et comme tu l'as dit Tom, la culture de la gagne et de la revanche, je trouve que ça colle en plus parfaitement à Brooklyn et à ce qui s'est passé ces dernières années. Même les signatures qu'ils ont faites cet été, tu vois, ça correspond entre guillemets. Toi, ils récupèrent Jared Dudley. C'est une équipe qui a d'énormes problèmes sur le poste 4, puisque les joueurs se blessent régulièrement. Et par exemple, tu as Rondé Holly Jefferson qui apporte énormément de défense, alors qu'un gars comme Demary Carroll, qui est un petit peu meilleur, qui apporte que de l'attaque et défensivement il est plus limité, ben t'as un gars entre guillemets comme Dudley qui permet un peu de stabiliser. Là il s'est blessé sur je crois le dernier match ou l'avant-dernier match, il s'est blessé, mais il apportait, tu vois, il a sorti des gros shoots contre les Lakers. Voilà, il apporte la présence de vétéran. Un gars comme Ed Davis, il est pile poil dans le rôle parfait pour lui en fait. Gros rebondeur, energizer, très fort sur le rebond offensif, un peu à la Tyson Chandler, tout ça. Donc non, franchement, ils ont assemblé de bonnes pièces. Le souci, c'est qu'il manque du talent. Il manque quand même du talent pour passer à la case supérieure.
Mais si on reste un peu plus sur cette saison, parce que c'était un petit peu la trame du podcast, est-ce qu'ils vont pouvoir aller en play-off et que faire de cette saison? Pierre, tu les vois terminer en play-off, ça je sais, mais si je dois un peu te demander comment tu les vois, pas figurer, mais c'est-à-dire que cette équipe, est-ce qu'elle peut embêter certaines grosses cylindrées, ou comme l'a dit Tom, il y a trop un déficit de talent dans cette équipe? Et aussi, autre question que je te pose 2 questions, si tu avais un closing line-up de la part des Nets, parce que ça va nous permettre de parler de l'association entre Dinwiddie et Russell qui est pas exceptionnelle, sur quoi tu te pencherais? Déjà, est-ce que par rapport aux playoffs, moi je te l'ai dit, je les vois en playoffs parce qu'ils montrent des meilleures choses actuellement que les équipes qui ont derrière eux, même si je pense que tu le mentionneras, ils ont un calendrier indécent sur la fin de l'année, mais pour moi dans ce qu'ils montrent sur le terrain, ils méritent d'être en playoffs, ils ont le niveau pour être en playoffs. Et vu la régularité des équipes derrière, comme je l'ai dit, je pense que ça peut tenir. Après, en termes d'embêter les grosses écuries, je pense que ça va être très compliqué. Je vois un premier tour de play-off très dur pour eux parce qu'ils vont finir autour de la 8e place et ils vont probablement, même sûrement prendre une équipe du top 5, des 5 gros de l'Est. Et là, je pense que ça va être très dur pour eux d'exister. J'espère pour eux qu'ils gagneront un match à Brooklyn et qu'ils leur feront quand même un petit lueur d'espoir et qui donneront quelques sourires et qui permettront de confirmer un peu leur progrès. Après, au niveau du closing line-up, je pense que, tu vois, même si la configuration Russell-Dinwiddie n'est pas statistiquement, elle ne fonctionne pas parfaitement, tu es obligé de les mettre sur le terrain en play-off parce que ça sera du jeu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus arrêté, beaucoup plus de demi-terrain, et tu auras besoin de ces deux-là pour créer et pour mettre des paniers parfois difficiles. Après, avec eux, je mettrai LeVert s'il est revenu, on va dire. Sinon, Joe Harris, c'est sûr. Éventuellement Kourou, ce que je trouve vraiment bien à voir comment il évolue sur la fin de l'année, et bien sûr Allen au pivot. Allen, ouais, quelle langue défensive. Même question, Tom, si tu as juste petite stat sur l'association Dinwiddie-Russell. Quand les deux sont sur le terrain, ils ont un net rating de -5, donc négatif. Et en fait, pour avoir beaucoup vu l'équipe pour évaluer D'Angelo Russell pour le profil, je pense que l'association des deux avantage plus D'Angelo Russell que Spencer Dinwiddie. Parce que Russell, c'est un solide shooter en catch and shoot, ce que n'est pas Dinwiddie. Dinwiddie, il est meilleur quand il crée lui-même son shoot. Il aime pas tellement jouer off the ball. Donc je pense que l'association est plus bénéfique pour D'Angelo Russell. Ouais, c'est ça. Moi, pour revenir un peu sur le closing line-up, si on part dans l'idée qui sera de retour Caris LeVert, moi je dirais je garde D'Angelo Russell et Joe Harris, puisque ce sont des solides shooters from the catch, par exemple, sur catch and shoot. Je mettrais par exemple Caris LeVert un peu à l'aile en initiateur offensif, en initiateur principal offensif, même si bon, en playoff à l'aile il va tomber sur des joueurs qui sont de notre niveau, mais je pense que c'est un joueur qui je pense qu'il typiquement, moi j'ai l'impression que Caris LeVert c'est vraiment un joueur de playoff en fait. C'est un joueur qui est à l'aise dans tout ce qui est 1 contre 1, shoot difficile, création individuelle pour lui et peut-être pour les autres. Donc moi je le vois bien je pense que c'est un joueur qui serait peut-être meilleur sur une configuration playoff que sur une configuration de saison régulière. Et sinon dans la raquette, franchement je sais même pas si je mettrais Rondé ou Lee Jefferson en fait. C'est ce qui me gêne sur le poste 4. Je pense que je opterais peut-être pour Kourou qui est peut-être un joueur beaucoup plus analytique, puisque en gros je me dis que les Nets ils vont avoir du mal à défendre de toute façon en playoff, donc autant avoir le plus de potentiel pour marquer des paniers. Kourou c'est un joueur qui est typiquement analytique, il prend 90% de ses shoots soit au cercle, soit à 3 points. C'est un solide shooter à 3 points, mais il a un peu du mal à la raquette, manque de force physique, donc du coup sur les contacts il explose un peu et il n'arrive pas à bien finir. Et avec tout ça je mettrais Jared Allen qui défensivement est très solide, qui est un très bon défenseur d'aide, donc du coup on peut se permettre de mettre un poste 4 plus petit entre guillemets, et qui peut aussi qui a montré des flashs de corner à 3 points, donc du coup ça libérerait les espaces pour Caris LeVert qui est très très fort en pénétration par exemple. De toute façon Jared Allen il fait que de l'aide en défense, parce que quand il a D'Angelo Russell, même Joe Harris qui a du mal, et il passe son temps à aider, à combler les brèches. C'est vraiment son rôle. Mais il est très impressionnant. Je sais que Pierre, t'aimes bien Jared Allen aussi.
Ouais, bah en fait, ces chiffres sont peut-être un peu menteurs de l'impact défensif qu'il peut avoir parce qu'il est tout le temps en train d'aider les autres. Et du coup, il prend des posters, c'est arrivé plusieurs fois. En fait, il n'est pas aidé par les défenseurs extérieurs des Nets, quoi. Mais lui, en tant que défenseur pur, il pourrait s'affirmer comme un très bon protecteur de cercle. Après, offensivement, par rapport à lui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il est utilisé de manière ultra structurée et efficace, donc pour les écrans, pour aller au cercle, mais il a au final très peu le ballon. Ça doit être le deuxième joueur avec l'usage le plus bas pour les Nets. Il a peu de situations qui sont faites pour lui, donc en fait il est exclusivement utilisé sur pick, et peut-être que dans le futur il faudra réussir à l'inclure sur d'autres choses, avec où il pourra peut-être créer, où il pourra peut-être prendre un peu plus de tirs, voire extérieur. Enfin, il va falloir qu'il ait un jeu un petit peu plus complet s'il veut vraiment évoluer, parce que pour l'instant il se dirige plus vers une trajectoire à la Gobert ou Capella, quoi. Ce qui est très bien, c'est quand même très bien. Ce qui est une bonne trajectoire, C'est très bien, tu vois. Mais tu vois qu'il aurait peut-être il aurait peut-être le potentiel pour faire aussi autre chose, et ça pourrait permettre d'être plus complémentaire et plus diversifier l'attaque des Nets. Ok. Bah, je pense avant de parler peut-être de l'été prochain, je vais juste donner leur calendrier de fin de saison, qui est quand même terrible. Donc leur dernier mois de saison régulière, donc de mi-mars à mi-avril, ils commencent par un road trip à l'ouest où ils jouent OKC, Utah, Sacramento, les Lakers, les Clippers et Portland. Ensuite, ils jouent 2 fois Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Philly et Indiana. Voilà leur dernier mois de compétition. Donc, ils ont intérêt à gagner beaucoup de matchs avant mi-mars. Ouais, c'est ça en fait. Le truc qui peut être dangereux avec ce calendrier-là, en fait, c'est que là, ils vont affronter des équipes qui vont se battre pour des positions. Et là, je pense que cette année, plus que jamais, l'avantage du terrain va être très important dans les deux conférences. Peut-être plus même à l'Est qu'à l'Ouest, puisque le top 4, voire le top 5, si on rajoute Indiana, même si Indiana est devant certaines équipes, mais en termes de niveau plafond, et juste en dessous entre guillemets du gros catcheur de tête, ces équipes là je pense qu'elles vont se battre pour avoir l'avantage du terrain en playoff pour tous les playoffs. Donc du coup je pense qu'ils vont pas laisser passer de victoire. Je pense pas qu'il y aura des joueurs qui seront laissés au repos, donc faudra que les Nets soient solides. Et même à l'ouest là pour l'instant c'est une lutte on va dire à 12-13, donc ça va être très très compliqué à voir au moment de la trade deadline qui va se passer, qui va se décider à laisser la saison de côté et à essayer de mettre les mains sur Zion. On verra bien. On verra bien. Non mais globalement ça va être une fin de saison difficile, mais je pense qu'ils peuvent y aller. Mais parce qu'après, regarde à l'Est, qui va aller les chercher. On sait déjà qu'il y a 4 équipes. C'est une course à 4 en fait. Et encore, puisqu'on sait qu'il y a déjà 4 équipes qui sont au fond de la conférence, pour les citer Chicago, Atlanta, Cleveland et les Knicks, qui elles sont dans une politique entre guillemets de développement des joueurs. Donc politique de recherche de Zion, on appelle ça aussi. Et juste au-dessus, du coup, tu auras Washington, mais Washington, tu sais pas jusqu'où ils vont aller, puisque au bout d'un moment ils vont plafonner au bout d'un moment, même si Bill est extraterrestre pour le moment depuis le départ de John Wall, ils vont plafonner. Et après t'as déjà ce qui vient au-dessus avec Charlotte, Détroit et les Nets et Miami peut-être un petit peu plus haut. Donc en fait, qui ira les chercher? J'ai même pas mentionné Orlando, tu vois, tellement Orlando est à la dérive en ce moment. J'ai même pas mentionné Orlando, mais qui voyez-vous vraiment contester une place aujourd'hui pour les Nets? Je sais pas, mais je les vois potentiellement capables de perdre 10 matchs d'affilée sur la fin de saison. Ouais. Et donc, il y en a bien une équipe qui va en gagner 3-4, non? Dans les D3, surtout que si t'es à l'Est, tu vas aller les jouer, les Atlanta, les Knicks. Et les Knicks de fin mars, ça va être terrible à voir, je pense. Je pense que ça va être important pour eux, s'ils en ont, de gagner aussi les confrontations contre ces équipes-là et d'avoir le tiebreaker. Je sais pas où ils en sont à ce niveau-là, j'ai pas checké le calendrier, mais si déjà tu arrives à gagner les matchs qui te restent contre Détroit et les Hornets par exemple, je pense que tu te mettras dans une très bonne position. Et quelle équipe pourrait les chercher? Les Pistons, j'ai quand même l'impression que s'ils ont envie, ça peut être une bonne équipe. On l'a vu dans le match d'hier contre les Clippers où ils ont montré des bonnes choses et avec Blake Griffin en mission. Il peut être en mission aussi pour aller chercher les playoffs, je le conçois.
Il peut très bien se blesser aussi, oui. T'as les Hornets qui étaient meilleurs que ça au début de saison, là qui baissent un petit peu parce que Kemba est aussi un petit peu moins incandescent. À voir comment ça va se profiler. Et honnêtement, pour moi, ça va le faire. Je les vois en playoff et ça me ferait plaisir de les voir en playoff. Ils peuvent aussi souffrir ils peuvent aussi souffrir de la division, puisque eux, ils sont dans la division Atlantique qui, pour une fois, depuis de longues années, l'une des meilleures divisions de l'Est et peut-être même de la NBA, pour une fois depuis très longtemps. Enfin, jusqu'à l'an dernier, elle n'était pas bonne, mais là, ça va beaucoup mieux. Et ils pourraient souffrir de ça pour comparer aux autres équipes qui sont dans la division sud-est. Orlando, Miami, voilà, la division de la Floride, tout ça. Voilà quoi. Donc, ils pourraient souffrir un petit peu de ça. Après, moi, je pense que c'est une équipe qui peut quand même s'améliorer à la trade deadline. Alors, Ouais, j'allais vous lancer sur ça en fait. Est-ce que, Tom, tu peux les voir faire quelque chose? Moi, je peux les voir faire un petit move. On voit que là, Alan Crabb, c'est compliqué pour lui là. Cette saison, il a des petits problèmes au genou. Il avait, je crois, des petits problèmes à la cheville aussi en début de saison. Il shoot pas très très bien. Il shoot pas très bien. Donc à 3 points, il est plus que correct. Mais il y a une anomalie vraiment où là, tu vois que le mec, il a vraiment un souci de blessure. C'est notamment pour la finition au cercle. Il shoot à 42% au cercle. Il est dans le 6e percentile, alors que dans toute sa carrière, il shootait en moyenne à 71% au cercle. Donc tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Je pense qu'il est pas bien. Donc c'est peut-être un joueur, sachant qu'ils ont aussi le pic de Denver et qu'ils ont un pic haut dans le second tour. Le pic des Knicks. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait packager entre guillemets, tu vois, le contrat de Crabb plus un pic. Après il a une option joueur Crabb l'année prochaine. Il va prendre. Mais tu vois, juste pour avoir une petite amélioration, tu vois, on parle de l'aile, une petite amélioration à l'aile, peut-être pour un Ken Bazemore ou un truc comme ça, tu vois. Tu peux donner peut-être Allen Crabb et le second tour des Knicks, entre guillemets. Tu t'envoies ça aux Hawks et tu récupères Ken Bazemore qui peut peut-être te servir un petit peu plus sur une configuration de playoff, par exemple. Pierre, t'en penses quoi? Quel profil tu pourrais cibler plus à l'aile, non? Ouais, bah ce serait plus à l'aile. Après, le problème de ça, c'est que c'est le profil le plus recherché en NBA, je pense, et ça sera le profil le plus recherché par les contenders qui voudront se renforcer. Et j'ai du mal à le voir choisir, même des joueurs au buyout market, choisir Brooklyn dès maintenant. Donc pour moi, s'ils vont chercher un joueur, ça sera quand même un joueur qui pourra éventuellement s'inscrire dans leur politique à moyen terme, au moins, on va dire. Donc ça serait pas un joueur très vieux, mais quand même qui peut leur servir maintenant et qui a quand même une marge de progression, ce qui est ultra dur à trouver, ce qui est ultra dur à voir à la trade deadline. Ouais. Et tu vois, par rapport à Allen Crabb, ce serait parfait pour eux s'ils arrivaient à s'en séparer, mais il a très peu de valeur actuellement et je me demande ce qu'ils vont avoir en contrepartie, même avec un tour de draft. Quelle équipe pourra s'aligner sur lui, notamment s'il y a des doutes sur son physique. Donc après, de quoi il pourrait se séparer? J'ai du mal à voir. Je suis pas très bon en trade, mais j'avoue que j'ai du mal à les voir bouger. Pour eux, peut-être dans l'optique de signer un joueur qui a été coupé pour une petite piche sur la fin d'année pour les aider en playoff sinon, et que l'année prochaine il soit libéré. Mais ça s'avère compliqué, je pense. Et là, c'est que Crabb, en fait, qui a un rôle, entre guillemets, dont je pense qu'ils peuvent se passer. Mais je pense que c'est quand même possible de packager Crabb et un pick pour récupérer un autre joueur. Je pense que c'est possible. Des équipes qui... Peut-être tu vois, tu vas prendre peut-être un joueur qui est légèrement plus fort, mais qui est tout autant surpayé, mais qui peut t'aider. C'est pas faux. Même si la player option de Crabb, moi, elle me fait peur si je suis une équipe qui est... En même temps, si t'es sûr qu'il va la prendre, tu as ça en tête quand tu fais le trade, donc tu peux pas être surpris en quelque sorte qu'ils la prennent. Donc je suis plutôt d'accord. Si on se projette plus sur l'après, parce que quand on parle des Nets, on en parle cette année, mais bon, t'as un petit peu la bulle de la Free Agency 2019 qui est au-dessus de nos têtes et qui est là. Et dans ce que disait Sean Marks dans le podcast de Walsh, c'est que vraiment, ils avaient cette vision hyper moderne, très Spurs-like, d'être créer une culture, tu l'as dit Tom, c'est le mot, créer une culture solide. Et surtout, il a parlé de la possibilité de pouvoir offrir 2 contrats max l'été prochain. Ils ont cette possibilité, les Nets. Pierre, si tu devais te mouiller, je sais pas, comment tu vois leur été, qu'est-ce que tu ferais et surtout, qu'est-ce que tu ferais d'Angelo Russell qu'il faudrait potentiellement re-signer?
Déjà, il faut mentionner le fait qu'ils ont prolongé Spencer Dinwiddie récemment. Il y a un mois, ouais. C'est un message assez fort parce que tu vois que ça y est, on commence de signer des joueurs pour être compétitifs et qu'on commence de garder nos gars et pas seulement pour essayer d'acquérir des talents. Ils ont sorti un peu d'argent, pas trop, je trouve que le contrat est plutôt correct, ça leur laisse de la place, mais tu vois que ils commencent ils essaient de former une équipe qui pourront les amener assez haut. Après, j'ai vu pas mal de rumeurs sur Jimmy Butler. Je sais pas comment ça s'inscrirait à Brooklyn. Dans le profil, on va dire, mental de Jimmy Butler, un peu revanchard, etc., ça pourrait le faire, mais dans le jeu en lui-même, j'ai des gros doutes sur son intégration. Après, sur les contrats max, j'ai du mal à voir un joueur aller à Brooklyn. En fait, j'ai du mal à leur voir aller chercher un profil. Je les vois plutôt capitaliser sur leurs jeunes talents et essayer d'être patient un petit peu avec eux. Donc pourquoi pas re-signer D'Angelo Russell. J'espère pour eux qu'ils lui donnent pas un max et je pense que ça sera pas le cas. Mais je pense qu'ils vont essayer de leur signer, oui, parce qu'ils ont quand même acquéri avec des tours de draft. Ils ont envoyé pas mal de joueurs aux Lakers. Enfin, il y a eu un gros trade, quoi. Et c'était vraiment un pari sur lui. Donc quand tu l'as comme ça, je pense que tu essayes de le garder et qu'il est quand même pas si mauvais que ça. Il a des limitations physiques dans son jeu, mais c'est un joueur intéressant, c'est vrai. Mais c'est pas et qui est jeune encore aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai, mais c'est pas un joueur sur qui je serais très serein à lui donner beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il peut être ton poste 1 ou 2 titulaire dans une équipe qui va, on va dire, assez loin en play-off ? Je pense pas. C'est plutôt cette vision-là que tu dois avoir, à mon avis, si tu veux le prolonger à partir de maintenant. Ouais. Voilà. Tom, t'en penses quoi ? Globalement, je pense que je vois pas non plus quel agent libre. Bon, comme vous avez dit, on a mentionné Jimmy Butler, tout ça. Je pense que c'est une équipe qui peut être agressive sur un joueur comme Tobias Harris, par exemple. Pas, tu vois, la superstar entre guillemets. Voilà, pas le haut du panier, mais le joueur pas le haut du panier, ouais. Tu vois, qui fit totalement le modèle. Et je pense que c'est un joueur sur lequel ils peuvent entre guillemets se rabattre puisque il un type de joueur qui correspond totalement à ce que Atkinson a mis. C'est un joueur qui crée pas mal au poste 4 aux côtés d'un gars comme Jared Allen. Ça augmenterait graduellement le niveau de talent. Et il peut, même si c'est pas la superstar entre guillemets, mais ça peut-être devenir un jour un des 25 meilleurs joueurs de la ligue à un moment durant son contrat, vu que c'est un joueur qui progresse d'année en année et qui est encore jeune. Après, pour des superstars ou des stars confirmées, je vois pas. Il y a eu parfois la rumeur Kyrie qui a été mentionnée. Je n'y crois pas du tout. Il y a eu aussi la rumeur Kemba qui a été mentionnée. Kemba, pourquoi pas, mais après, Kemba, tu vas devoir mettre énormément d'argent dessus. Autant peut-être garder D'Angelo Russell que tu peux payer, je sais pas moi, 40% moins cher, alors qu'il te fait peut-être 65% de ce que va te faire Kemba dans son prochain contrat. Je sais pas. C'est un peu du basket fiction. Mais non, ils ont pas mal de choix à faire, mais je vois pas vraiment d'agent libre. Je pense que c'est plus une équipe qui va plutôt essayer de signer des joueurs comme elle a fait la saison dernière sur des contrats intéressants pour en faire des assets et après essayer de les packager pour lorsqu'un joueur deviendra disponible, par exemple. Harris, c'est intéressant. Harris, ça serait intéressant pour eux. Je suis plutôt convaincu de ton idée là. Ouais. C'est vrai que si tu vois l'équipe des Nets aujourd'hui, tu la regardes jouer, il leur manque ce poste 3-4 capable de créer un peu pour les autres et de se créer pour soi-même son tir hors du très bon jeu de passe quand il y a besoin de ça. Ouais, je suis plutôt emballé par cette idée. Après, il faudra voir les choix qu'ils font. Ça va être intéressant. C'est la première fois qu'ils auront leur pick au premier tour aussi. Enfin, leur vrai pick à eux, en quelque sorte. C'est la première fois qu'ils vont avoir de l'argent pour vraiment... pas avoir de l'argent qu'ils ont ingéré de contrats toxiques, parce que tous les contrats toxiques qu'ils ont ingérés, ils se terminent quasiment tous cet été. Desmarais Carroll, Kenneth Farid, Dwight Howard, il y en a d'autres, je crois aussi, si j'oublie. Ils ont plus Mozgov, mais ils doivent toujours de l'argent à Deron Williams. C'est leur problème. Mais voilà, on est à un tournant, mais on est à un tournant aussi avec l'équipe qui ressemble à quelque chose et du fait d'une conférence Est un peu plus moribonde pour aller en play-off. Vous pensez tous les deux qu'elle ira en play-off cette année ? Ouais. Moi, j'ai déjà donné mon avis. Toi, t'as dit oui. Tom aussi.
Ouais, si je devais choisir, mais non, je pense que les Hornets vont leur passer devant. Je pense que Détroit sera en playoff. Je pense que Détroit sera en playoff en 7. Et je pense que les Hornets vont leur passer devant. Ouais, ça je pense que Miami sera 6. Ils auront un peu fait le trou avec les autres et de ce qui monte maintenant, ils sont quand même au-dessus des autres et je pense qu'ils seront 6 assez facilement. Ah non, c'est pas exceptionnel. Il y a l'expérience Justice à la main, mais c'est pas... Ouais, c'est un plafond, enfin, tu vois, c'est c'est pas... un plafond tout ça. Mais bon, ça marche bien à l'Est. Écoute. Mais non, mais globalement, moi je me demande, en fait, moi j'ai peur, puisqu'on parle là vraiment des meilleurs scénarios, le truc c'est que s'ils trouvent personne, j'ai peur en fait qu'ils se retrouvent un peu dans une situation à la Orlando, c'est-à-dire que tous les joueurs, tous les paris qu'ils ont tentés, bah du coup, ils se retrouvent à les signer pour peut-être trop d'argent. Et ils sont bloqués avec ce groupe-là sans possibilité de l'améliorer, tu vois. Par exemple, un gars comme D'Angelo Russell, je sais pas si Phoenix va mettre de l'argent dessus. Peut-être qu'ils vont privilégier Terry Rozier. D'Angelo Russell, tu vois, c'est un gars que tu pourrais aussi. Oula, Terry Rozier. Il est pas bon. Mais bon. Non. Tu vois, peut-être qu'une équipe comme Phoenix peut se positionner sur un gars comme D'Angelo Russell et faire une offer sheet à 15 millions l'année, par exemple. Ou même, tu vois, Rondé Jefferson aussi qui arrive en fin de contrat là, toujours cet été. On sait que le poste 4 et le poste entre guillemets de combo forward est l'un des plus durs à trouver, puisque Rondé Jefferson, même s'il ne shoot pas, il peut quand même contribuer défensivement par sa switchabilité et par rapport au fait qu'il puisse défendre sur du poste 1 au poste 5 quand il n'est pas blessé et quand il est totalement en forme. Donc lui aussi, il aura peut-être une valeur. Il peut peut-être avoir un contrat à 5 chiffres quelque part. C'est vrai que c'est quelqu'un qu'on a peu mentionné pour l'instant et que de par ses blessures, mais qui avait un vrai profil pour eux et qui était l'un de leurs plus gros prospects à un moment et qui avait montré très belles choses quand il était en forme. Il est agent libre. Et c'est vrai qu'il aussi cette saison, c'est la saison prochaine. C'est l'an prochain, je crois. Ouais. C'est l'an prochain, Caris Levert. Ouais, c'est l'an prochain. C'est des joueurs qui, si Levert continue, il faudra commencer à discuter. Ah oui, il faudra commencer à discuter argent parce que faudra le payer. Il peut intéresser. Donc au final, tu risques peut-être de te retrouver avec ce groupe de jeunes. En fait, le groupe de jeunes joueurs que tu avais récupéré juste pour avoir de l'espoir, parce qu'à l'époque, tu n'avais aucun espoir. Au final, faute de mieux, si jamais personne ne signe chez toi, tu risques de te retrouver à re-signer les mêmes gars comme Orlando a fait en fait. Et j'ai peur de ce scénario-là pour eux. Moi, je dirais qu'ils vont pas aller en playoff. Parce que, à cause du calendrier, je pense que ce calendrier est brutal. Je pense que c'est... Déjà, le road trip à l'ouest, c'est jamais simple, mais ils jouent pas Phoenix dans ce road trip à l'ouest, hein, ils jouent que du lourd. Et ensuite, voilà, jouer que des équipes de 1 à 5 à l'est qui se battent tous pour avoir un avantage du terrain au premier ou au deuxième tour. Ça va être très délicat pour eux. Donc juste, je pense qu'ils ont un niveau meilleur que certaines équipes qui vont aller en playoff, mais le calendrier va les tuer. Mais je leur souhaite d'y aller. Je leur souhaite d'y aller, mais je pense que ça va être plutôt compliqué. Je pense qu'on a fini. Vous avez quelque chose à rajouter ou pas, les gars? Non? Non, je pense qu'on a fait le tour de leur équipe. Peut-être qu'on en verra quelques-uns. Tout ça, des Nets en général. Peut-être qu'on en verra quelques-uns justement pour le All-Star Game. Peut-être Joe Harris pour le concours à 3 points, vu que cette année, il est très très haut perché dans cette statistique-là. Et j'arrête Allen au match. Bon, ça c'est quasiment sûr. Entre guillemets, non-américain contre américain, peut-être Kuruc aussi. Oui, c'est vrai. Ça peut être juste, mais ça peut passer, ouais. Ok. Ouais, nous, on va se retrouver après la pause pour discuter Tom Thibodeau et Patrick McCaw. Overtime, les gars, avec deux sujets, on va dire. Le premier étant, alors, souvent quand on est viré, c'est parce qu'on a fait une connerie en quelque sorte. Là, les Wolves ont décidé, après une belle victoire contre les Lakers, de limoger Tom Thibodeau. 2 ans et demi après, il reste à peu près 2 ans et demi dans le Minnesota. Il avait réussi à ramener la franchise en playoff l'an dernier.
Vous l'avez vu, comment vous avez réagi? Vous trouvez ça normal? Vous l'avez vu venir? Le timing est bon, le timing est mauvais? Pierre, je sais pas, je te lance, je te donne le flambeau. Première réaction, c'est d'être un peu surpris, mais surtout pourquoi maintenant en fait? Enfin, on sait que ça tournait autour de son éviction depuis un moment et au début de l'année, sachant qu'il avait les 2 casquettes, c'était assez compliqué. Mais là, Minnesota allait un petit peu mieux, malgré quelques blessures. Après, il y a eu le départ de Jimmy Butler, etc. Pourquoi tu fais ça maintenant en fait? Sachant que t'as pas spécialement d'alternative pour l'instant de coach, et c'est le fils de Flip Saunders qui pour l'instant assure l'intérim. Mais moi, le contexte et le timing, je l'ai pas trop compris. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne pense pas, parce que Minnesota ne jouait pas très bien. Tu voyais que ça fonctionnait pas, comment ils jouaient, comment ils étaient utilisés, même si ça allait un peu mieux ces derniers temps. Enfin, ils avaient peut-être besoin d'un électrochoc aussi. Je sais pas comment ils prévoient la suite de la saison. Est-ce qu'ils veulent absolument jouer les playoffs, sachant qu'ils sont moyennement bien classés à l'ouest? Mais j'ai pas trop compris le timing en fait. Alors moi je pense comme toi, Tom, pareil. Ouais, moi je pense que c'est juste que voilà, que ça veut juste dire que Tibbs c'était pas le match en fait qui allait définir le sort de Tibbs, puisque son sort était déjà scellé avant le match. C'est juste que la décision a été prise après. Par exemple, pour donner un exemple, les propriétaires sont assez particuliers. Il y a d'ailleurs Bobby Marks qui est revenu dans The Hope Collective, qui est un podcast d'ESPN, qui est revenu en fait sur ce qui peut préoccuper les GM. Par exemple, la saison où Avery Johnson se fait virer des Nets, il se fait virer de façon très moyenne, alors qu'il avait sorti un bon mois. Et lorsqu'après il a demandé à Prokhorov pourquoi le virer maintenant, Prokhorov a juste dit que il y avait des choses qui fonctionnaient pas, et juste avant il était au ski, il voulait pas être perturbé pendant ses vacances au ski, donc il a fait à son retour. Donc tu vois, c'est des trucs, tu vois, ce sont les GM, ils ont pas forcément le même calendrier, Ça, le même agenda. après le nouvel an, c'est ça. Il a fêté le nouvel an et ensuite. Ouais. D'après moi, tu vois, quand je parle de timing, au-delà du match et de la victoire, c'est le moment de la saison en fait aussi. Moi je me dis que tu vois, le timing là, il peut s'expliquer par rapport au fait que là, on est à la mi-saison. Ok, peut-être qu'ils ont identifié que du début à la fin de saison, ou même du début à la mi-saison, ou voire à partir du départ de Jimmy Butler jusqu'à maintenant, ils ont compté un certain nombre de matchs. Ils se sont dit, bon ben voilà, on a progressé dans ça. Finalement, on aurait peut-être aimé être meilleur dans ça. Finalement, Tibbs ne fait pas l'affaire, donc du coup on passe à autre chose. Et du coup, le fait de ramener un autre coach pour une autre période de la saison, c'est peut-être qu'en fait lui il le voyait comme devenir peut-être, ça aurait peut-être été un top candidat la saison prochaine, là où ils auraient décidé de virer Tibbs. Mais là en fait il lui donne déjà des matchs, donc ça lui permet d'avoir une pré-audition entre guillemets, grandeur nature, et comme ça ils sauront, ok, on le garde pour si on doit chercher un nouveau coach, ok, on l'écarte, ou voilà, on voit ce qu'il peut faire quoi. Donc c'est à voir. Et puis ça montre aussi une prise de pouvoir totale de maintenant Scott Layden au niveau des opérations basket et du rôle, dans son rôle de GM quoi, puisque c'est un gars qui avait Tibbs en dessous de lui, mais Tibbs aussi au-dessus de lui, puisqu'il était voilà, donc là c'est vraiment une question de réorganisation, et du coup le pouvoir à Layden, qui lui aussi est sous pression puisque son poste est peut-être en jeu. Bon, j'ai pas mal de questions sur ce que vous avez dit, c'est très bien, ça permet de rebondir. Premièrement, tu parlais de Tibbs qui était au-dessus et en dessous de Layden. Est-ce que c'est potentiellement la fin de la double casquette en NBA, et coach GM? Oui, je pense que déjà à Minnesota, c'est sûr. Minnesota, c'est sûr que c'est fini. Moi, je pense que non. Ouais, je pense que c'est rarement ponctué par des bons résultats et par de bonnes choses. Et je conseillerais pas aux équipes actuelles de le faire. Après, il y aura forcément un ou deux front office un peu débiles pour le faire. Ça, il y en a toujours. Mais franchement, ça t'inspire vraiment pas, parce que t'es trop impliqué, t'as trop de responsabilités en fait. Et du coup, t'as pas je pense, parfois le recul pour faire les bons choix et pour prendre les bonnes décisions. Et là, ça n'a pas marché pour Thibodeau. Et je pense que Minnesota, et c'est même dit, vont chercher une ou deux personnes en fait, ou au moins deux postes différents. Deux postes se sont libérés, pas qu'un seul. Moi je suis totalement d'accord avec toi, Pierre, mais la raison pour laquelle je pense que ça existera toujours, c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il y a des équipes qui identifieront par exemple un coach
particulier qu'elles voudront faire venir dans leur système et qu'elles voudront récupérer dans leur organisation. Et ce coach-là, s'il a 2 courtisans, il va mettre ses conditions. Et tu as des coachs qui vont peut-être vouloir la double casquette. Et s'il te dit c'est ça, sinon je signe ailleurs, et si tu le veux en coach, ben, tu seras peut-être tenté de lui donner la double casquette. Hein. C'est pour ça que je me dis que c'est pas totalement mort. On a vu que c'est pas idéal que le même homme ait à réaliser des opérations à court terme et des opérations à long terme, puisque ce sont 2 rôles totalement différents qui impliquent des responsabilités qui sont totalement différentes. Mais je pense que c'est quelque chose qui va continuer à perdurer, puisque les bons coachs auront toujours les moyens de faire pression sur les organisations qui vont rejoindre. Moi, le problème, c'est que est-ce que c'est les meilleurs coachs qui font ça ? Non. Parce que je pense que le meilleur coach, les vrais bons coachs savent que tu peux pas, à mon avis, avoir les 2 casquettes et être présent sur les 2 fronts en même temps, et que c'est très compliqué. Ils ont certes l'impact sur ce qui se passe dans les trades, etc., mais ils peuvent pas assurer les 2 choses. Un Popovic, par exemple, je pense, ça lui viendrait même pas à l'idée, je pense, d'avoir les 2 casquettes. Pareil pour Budenholzer, qui est venu à Milwaukee avec pas la prétention de faire les 2 choses. Mais il les avait aux Hawks, hein, Budenholzer. Aux Hawks, oui, mais quand tu arrives à Milwaukee, c'est pas très bien et ça passé, s'est pas très bien passé. Et quand tu arrives à Milwaukee, il aurait pu demander la même chose, il l'a pas fait. Je pense que quand tu es un coach normalement assez intelligent, tu te rends compte que c'est peut-être pas la meilleure idée si tu veux avoir de la réussite dans ton coaching. Pour moi, en tout cas. Après, là où je suis pas totalement d'accord avec toi, c'est, tu vois, Budenholzer, on en parle, certes il a pas la même chose, mais moi je suis persuadé que Ilyasova, Brook Lopez, ce sont des signatures Budenholzer. Ilyasova à minuit 01 pour un contrat de 3 ans, ça c'est Budenholzer. Oui, mais bien sûr, mais il a de l'influence, il a un impact, mais c'est pas lui qui a le dernier mot et qui prend les décisions. C'est ça la différence. Moi, je conçois totalement que le coach intervienne dans ce processus-là, mais c'est pas son métier, entre guillemets, c'est pas sa fonction. Je suis d'accord, ouais. Plutôt d'accord. Puis surtout, si jamais le coach qui est aussi GM fait des mauvaises décisions, on peut le virer parce qu'il aura fait des mauvaises décisions en tant que GM, mais le coach peut être bon. Tu vois, si jamais pour le coach en lui-même, il peut se dire j'ai moins de chances de prendre cher en quelque sorte si j'ai qu'une seule des 2 casquettes. Même pour mes jobs futurs, si jamais je me fais virer d'un endroit, je pourrais dire bah voilà, c'est pas moi qui gérais l'effectif et compagnie. Deuxième question. Quid de Thibodeau? Dans un podcast de The Ringer, Chris Vernon, fan de Memphis d'ailleurs, c'est un fervent Grizzly, qui disait qu'il se demandait ce qu'il va aller à la télé, est-ce que des franchises vont lui proposer d'être head coach, est-ce qu'il devrait être assistant? Alors je pense pas du tout, je pense pas que c'est quelque chose. Quand t'as goûté à la meilleure, au meilleur plat, tu te remets pas à la table d'à côté, hein, tu t'y restes. Non mais c'est vrai, je pense, contrairement en NFL où il y a beaucoup plus de jobs à pourvoir et où des coachs peuvent être assistants par la suite, je pense pas qu'en NBA ça sera comme ça. Après je pourrais être surpris, il pourrait peut-être prendre un coach de défense en quelque sorte, mais je le pense pas. T'en penses quoi, Tom, du futur de Thibodeau? Bon, on va dire que le futur de Thibodeau dans la ligue s'inscrit un petit peu en pointillé. C'est un gars qui à la base était reconnu pour sa défense, sauf que là défensivement il a jamais réussi à faire de Minnesota une équipe qui était consistante en défense. Alors est-ce que c'est un problème de personnel? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est un problème de personnel ou est-ce que c'est un problème de son message qui passait pas, ou des joueurs qui n'étaient pas capables de faire ce qu'ils demandaient, ou même de refus de voir l'évolution du jeu aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Le refus de voir l'évolution du jeu, et du coup le gourou défensif n'en est plus, puisque la stratégie qu'il a mise en place elle est plus aussi bonne qu'elle était auparavant. Mais après, offensivement, Minnesota, c'était pas trop joli à voir, mais en termes de résultats, ça marchait bien offensivement, Minnesota. Donc, coach, c'est un peu décevant, entre guillemets, que ça se termine comme ça, mais je pense qu'il peut avoir sa chance encore en NBA en tant que head coach. Je pense qu'il peut encore avoir sa chance. Regarde des gars comme Nate McMillan, regarde d'où il est sorti, le gars. L'an dernier, il était limite considéré comme un des coachs de l'année. Donc, je me dis que Thibodeau peut encore avoir une chance, puisque c'est un coach de résultats, et voilà, sa mission, c'était de mener l'équipe en playoff, il a fait. De refaire goûter les playoffs à Minnesota après leurs longues années d'attente, il l'a fait.
Ah oui, lui, il pourra toujours dire que quand Butler était là avant qu'il se blesse, ils avaient même l'avantage du terrain. À l'Ouest, il peut toujours le dire, ça. Et c'est vrai. Je pense que ce qui va lui faire le plus de mal, c'est vraiment tout le côté management en fait qui est ressorti après l'histoire de Jimmy Butler là. Je pense que c'est ça qui va lui faire vraiment le plus de mal. Tout le hors-terrain. Pierre, t'en penses quoi? Je pense qu'il aura un poste, mais avant ça, il doit un peu se réinventer un petit, tu vois, dans son approche du jeu et dans comment il gère, par exemple, ses rotations. On a tendance, c'est même prouvé qu'il fait surjouer les titulaires. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Alors que il a quand même formé des joueurs, entre guillemets, il y a des joueurs qui ont progressé sous son aile. Enfin, tu vois, il a quand même sorti quelques joueurs. Donc, je pense il peut avoir les compétences pour coacher une équipe NBA, ça c'est clair, mais il doit encore se réinventer pour s'adapter au jeu moderne. Et après, comme l'a dit Tom, par contre, il y a des équipes qui seront sûrement frileuses de lui donner autant de responsabilités, et selon le groupe, selon l'effectif, de voir arriver Thibodeau et de comment ça va se passer dans le vestiaire et avec les joueurs. Parce que je pense que son comportement et sa façon de manager s'adapte pas forcément à tout le monde. Et ça s'adaptait peut-être pas à Minnesota, ou en tout cas pas à Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins. Avoir des rotations de play-off à 7 qui jouent 40 minutes dès mi-novembre, c'est sûr que c'est pas quelque chose de très viable. Exactement, tu vois. Non, je suis d'accord. Après, je pense que voilà, il pourra toujours faire jouer l'idée que voilà, comme l'a dit Tom, il a ramené la franchise en play-off et que avant que Butler se blesse, il avait quand même réussi à bien les faire jouer en attaque, même si c'était pas très analytique, qu'ils étaient haut dans le classement, et que oui, voilà, après et en même temps, avec son étiquette de double casquette, il a pas vraiment su faire le trade pour Butler assez tôt, on va dire, en quelque sorte. Pour ça aussi, moi je trouve, personnellement, il s'est un peu arc-bouté, et c'est pour ça aussi que pour revenir sur la double casquette, je pense que ça va être de moins en moins possible. Il y a des franchises débiles qui pourraient le donner, mais je le pense pas. Un dernier mot, messieurs, on passe à l'affaire Patrick McCaw. Ouais, on peut déjà, de ce qu'on a pu voir là avec Sanders, Towns a l'air d'être vraiment. Pierre, il a bien vu. Towns a l'air vraiment, il est énorme déjà, notamment c'est le deuxième quart-temps, je crois, contre vous, Towns, qui fait un chantier pas possible, le deuxième quart-temps contre OKC. Alors qu'il a un problème de faute, et il a un match compliqué, il arrive quand même à être efficace et à faire mal en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même Wiggins qui revient un peu là depuis la prise de pouvoir de faute. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut bien repartir une fois que tous les vétérans seront partis. Tu vois, quand les Jeff Teague, tout ça vont partir, même Taj Gibson. Je pense que quand l'équipe sera un petit peu revigorée par un peu de jeunesse, tu vois, quand ce sera Covington, Saric, tu vois, Okogie, Towns, Wiggins, s'ils arrivent à récupérer quelques jeunes, ils auront Tyus Jones à la main probablement. S'ils arrivent à rajeunir un petit peu l'effectif, tu vois, se séparer des gars comme Tolliver, des gars comme ça, même Deng qui a donné 7 millions aux Lakers pour ne pas jouer à Minnesota. Voilà, il est encore là, le gars. Donc je pense que quand ils vont rajeunir l'équipe, peut-être qu'ils pourront partir un peu sur quelque chose de petit peu plus kumbaya, et peut-être que l'an prochain, ils seront bien plus forts, tu vois, puisque tu auras plus une impression de camaraderie, et les meilleurs joueurs de l'équipe que sont Towns et Wiggins seront entourés de joueurs qui sont plus réceptifs à ce que eux ils veulent, quoi. Non, je pense que leur trade a été favorable, parce que tu vois que Saric leur apporte dans un profil différent de ce qu'ils avaient. T'as Covington qui est blessé maintenant, mais qui réalisait notamment statistiquement il y avait des chiffres défensifs monstrueux, et là il gagne des matchs sans Derrick Rose qui est blessé et qui a apporté beaucoup de scoring. Enfin, tu vois que ça fonctionne un peu mieux, et puis surtout Karl Anthony Towns il est vraiment fort actuellement. Hier contre Davis, c'est 27-27 avec une grosse défense, des tirs, il est clutch. Enfin, tu vois qu'il s'affirme là, en cette période, plus comme un leader qu'il ne l'était au début de saison et qu'il ne l'était avec Jimmy Butler. Alors, est-ce qu'il va le confirmer vraiment cette fois, ou est-ce qu'il va retomber après dans une période un peu où il dort, en gros? C'est à voir, mais
oui, il peut avoir une nouvelle dynamique avec ces jeunes joueurs, comme l'a dit Tom. Et tu vois, Jeff Teague s'est peut-être blessé hier, mais je suis pas contre de voir Tyus Jones, que j'apprécie vraiment et que je trouve vraiment bon dans cet effectif-là. Ouais, non, mais je pense que la dynamique est nouvelle. T'as vu un peu ce qui s'est passé dans les vestiaires. Alors bien sûr, c'est que de la com, hein. Voilà, ils ont fêté un peu le nouveau coach, mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Je pense que voilà, le mariage, il fallait qu'il s'arrête et puis c'est mieux comme ça. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas trop surtout pour apprécié leur Minnesota. fête et l'attitude de Wiggins, mais ça, je suis fan d'OKC, donc c'est normal. Mais Ah. Non, plus par rapport à la blessure de oui, Noël. enfin, tu vois, je vais pas commenter ça sert à rien, mais les commentaires ou l'attitude derrière et même l'action de Wiggins en soi, il fait pas exprès, mais tu vois quand même bien le coup d'en avant. Enfin, je vais pas commenter ça, mais bah, ça m'a pas trop fait plaisir, mais tant mieux si eux, ils ont une nouvelle dynamique et ils se font plaisir, c'est tant mieux. Puisque eux aussi, tu vois, ils sont comment dire, ils sont un peu à la croisée des chemins, hein. Minnesota n'a jamais attiré aucun agent libre. C'est une équipe qui, je pense pas, qui n'aura, je pense pas, de cap space incessamment sous peu, on va dire, avec les deals de Wiggins et de Towns. Donc, je pense que, tu vois, eux aussi sont à la croisée des chemins. Tu vois, on parlait des Nets tout à l'heure. Est-ce que je pense pas que, tu vois, avec Karl Anthony Towns, c'est difficile en fait de tanker avec un joueur comme ça. Et je suis pas persuadé en fait qu'ils aient assez pour être plus haut que, je sais pas moi, la 7, 8e place. Alors après, à l'ouest, c'est serré, hein. Mais vu comment le classement est fait aujourd'hui, je vois pas en fait qui peut descendre ou qui peut remonter autant, parce que là, ils sont 11e à l'instant T. Je sais pas, je vois pas qui peut monter ou qui peut descendre jusque-là en fait parmi les équipes qui sont déjà en playoff. C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'ils vont gagner des matchs, ils vont en perdre, ils vont rester un peu dans ce ventre mou et ils auront un choix fin de loterie. Ouais, ben. Ouais. Tu vois, je pense que c'est un peu leur décision. Tu vois, autant, sur tu cette vois, autant année. les Nets, ça peut être intéressant pour eux d'opter pour cette stratégie, puisque ils ont du cap space, ils sont sur un marché qui est assez intéressant, enfin dans une ville qui est assez intéressante, notamment à Brooklyn, donc ils sont à New York. Et du coup, ils ont du cap space, ils peuvent ramener des gens. Mais les Wolves, qu'est-ce que ça va leur faire en fait de rater les playoffs de rien? Ouais, ça va pas leur faire grand chose, mais avec tout ce qui s'est passé Ouais. cette année, je pense pas qu'on va beaucoup leur en tenir rigueur. C'est ça, on a plus parlé des Wolves hors terrain que sur le terrain, malheureusement pour eux. Ah oui, complètement. On a beaucoup trop parlé hors terrain. Donc c'est ça. Messieurs, l'affaire Patrick Mako, je sais pas ce que vous voulez en dire. Je sais pas ce que vous en pensez, Pierre. Si Cleveland, qui est dans un tanking record, peut-être pas n'a pas son premier choix de draft, son premier tour de draft à cause de ça, je pense que c'est l'un des plus gros fails de l'histoire de la NBA. Vraiment. Ça fera plaisir à Tom qui, lui, croit au complot. On va pas se mentir. Il ne veut pas, cher fan des Cavs, que les Cavs aient le premier Ah non, choix pas là. encore, non. Ah non, les gars, non, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir le premier choix autant de fois, c'est pas possible. Les mecs, ils ont eu quoi? Ils ont eu Kyrie, Wiggins et Bennett en 4 ans. C'est pas possible. Ouais. Et là, ils pourraient l'avoir l'année où il y a un mec pas très gentil, un mec sympa. Ouais, tu vois. Tu vois, au moins, tu vois, si David Stern était là, on saurait déjà que voilà, Zion il irait à New York. Mais bon, Silver, il est un peu plus Kumbaya, tu vois. Il est un petit peu plus fair play. Silver, il est un petit peu. Bah, franchement, j'espère. Enfin, désolé, fans des Cavs, hein, je vais pas me faire des amis parmi les fans des Cavs, notamment Cavs FRA que je salue. Mais non, je veux pas que les Cavs aient le premier choix, c'est pas possible. Gargarisez-vous avec Phoenix Barrett. le mérite. Ouais. Phoenix le mérite avec pour le tanking de long terme aussi. Au bout d'un moment, il faut qu'ils en aient un. Quoi. Non, mais franchement, ouais, enfin, les Cavs là. Mais enfin, pour revenir sur l'affaire Mako, c'est un truc sans précédent en fait. Puisque il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est très rare qu'un agent libre restreint signe une offer sheet non garantie. C'est très très rare. Puisque, enfin, faut pas se leurrer, c'est pas. Ils ont pas. Les Cavs, ils ont rien fait de mal. Hein. Si le contrat était si avantageux que ça, les Warriors auraient pu s'aligner dessus. Hein.
puisqu'avec 320K de garantie dessus, ils auraient pu s'aligner dessus. Ils ont décidé de ne pas le faire. Après, les Cavs ont totalement le droit de couper le mec. Pourquoi ils ne le couperaient pas? Peut-être qu'ils se sont aperçus que le gars, finalement, il n'est pas bon. Et ils n'ont pas envie de le payer 3 millions. Donc, du coup, ils l'ont coupé. Oui, ça peut être complètement logique, mais ça peut être aussi complètement mafieux, quoi. Ah oui. C'est ça, moi. C'est très cartel. Oui, c'est ça le problème du truc, c'est que oui, ils ont pu le voir arriver, il est pas en forme, il leur apportera pas, ils veulent pas le garder, très bien, mais ça peut aussi être, on veut juste faire chier les Warriors et enfin, ça peut être, tu vois, ça peut être pris dans les deux sens et je comprends que ça soit au moins étudié. Après, bon, vu mes antécédents dans le podcast, notamment sur les affaires des contrats déclarés, pas déclarés, je vais pas forcément m'étendre sur le sujet, mais globalement, je trouve que c'est pas... il y a rien eu d'illégal, en fait. Moi, certes, c'est surprenant, mais il y a rien eu d'illégal. Et puis, enfin... Si c'était une autre équipe qui avait fait la même chose, est-ce qu'on aurait dit la même chose? Est-ce qu'on aurait dit la même? C'est peut-être juste parce que c'est les Cavs, tu vois. C'est pas faux. Mais là, Patrick McCaw, selon les dernières rumeurs, il irait à Toronto. Il y a eu ça aussi. T'imagines, il vient récupérer sa bague en finale NBA. Je ne le souhaite pas. Vous savez pourquoi, mais oui. Ouais. En fait, c'est comme l'a dit Pierre, moi ça me fait rire, c'est très, très mafia. Très, très bon, on fait ça, mais on a dans le coin de l'œil à qui on le fait. Donc c'est ça qui est drôle, et c'est vrai que c'était une première un peu dans les contrats, donc ça pouvait voir certaines règles qu'on connaissait pas trop. C'est une autre chose à rajouter, messieurs, sur la NBA en général. On a peut-être un peu de temps, une observation. Vous voulez parler de quelqu'un, de quelque chose en particulier? Pierre, tu veux parler des votes du All-Star Game? Est-ce que c'est vraiment important de mentionner mon avis là-dessus? Enfin, honnêtement, ça bouge pas en fait. Il y a encore Doncic qui mérite plus que Derrick Rose et que Dwayne Wade, mais ils sont encore là, quoi. Et moi, ça me fait doucement rire, voire pas du tout en fait, parce que c'est le All-Star Game, c'est pas le All-Histoire Game, c'est pas le clin d'œil de game, c'est les meilleurs joueurs qui sont censés être là, et c'est pas ceux qu'on a envie de voir, entre guillemets, c'est les meilleurs joueurs. Moi, honnêtement, pour certains gars, je serais assez frustré à la place de certains. Quand je vois Kevin Durant est pas dans le 5 d'une équipe de All-Star Game, avec tout l'antécédent que j'ai avec Kevin Durant, c'est pas normal. Je suis d'accord, mais j'ai déjà craqué un peu la semaine dernière en parlant de démocratie, je vais m'arrêter. Non, mais qu'est-ce que tu veux, après les gens peuvent te dire après c'est 50% du vote, les gens, je pense que ça va être comblé par le choix des coachs et des journalistes, mais quand même c'est quand même délicat. Tom, toi aussi, quelque chose dont tu veux parler en NBA en général, ce qui se passe en ce moment? Ouais, là je sais pas si on s'en rend compte, mais on est déjà à la mi-saison. On est à quelques jours de la trade deadline, on est à peu près un mois. On est au mois de la trade deadline qui est le 7 février. Il y a le match à Londres cette semaine, je crois que c'est mercredi ou jeudi, c'est le 17, le match à Londres. Je crois que ça doit être mercredi ou jeudi, je crois, le match à Londres. Donc voilà, la saison est vraiment bien entamée. L'Ouest est en bloc, l'Est est démonté. Donc non, mais c'est vrai. Donc non, la saison n'a pas encore perdu de tout son intérêt. Moi, franchement, je me projette déjà à la trade deadline, et moi, ça va être fascinant de voir les approches que vont prendre chaque équipe, puisque peut-être qu'il y aura moins d'équipes qui seront vendeuses que d'équipes qui seront acheteuses, mais qu'on peut avoir des transferts surprenants. Je ne parle pas d'un Anthony Davis par exemple, je ne pense pas que ça se fera, mais tu vois, pour les équipes de entre guillemets seconde zone, notamment à l'ouest par exemple, l'équipe dans les 13-14 là, qui décide de décrocher maintenant, finalement elle peut être dans la danse pour Zion, quoi. Et avoir un ticket pour Zion, c'est pas négligeable. Non.
Non, c'est pas négligeable, c'est très vrai. On dit ça, 6 mois avant la draft, donc ça va être intéressant. La course est lancée, il y a déjà du monde dans le train, surtout à l'Est. Hein. Le train est bien rempli. Messieurs, c'était un plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, partager le podcast sur les réseaux sociaux. Aussi à voter, parce qu'on va vous redemander votre avis pour un prochain épisode de Profil. De qui vous voulez qu'on scoute. Le sondage sera dans la semaine.